Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre des Hommes où l'on va s'interroger sur des lieux spécifiques d'expérimentation, des laboratoires au fond de la transition écologique dans l'agriculture. Alors je ne vous parle pas des zones à défendre ou de je ne sais quel potager en permaculture chez un de vos cousins qui essaye de vivre de la décroissance dans sa cabane, encore que on pourrait s'en rapprocher puisqu'on parle des monastères. Et oui, les monastères sont les punks du XXIe siècle, les moines, les religieuses qui essayent de se détacher un petit peu des obligations et des contraintes de l'agriculture du reste du monde pour expérimenter, tester des choses nouvelles, revenir peut-être aussi à une agriculture plus respectueuse du vivant. On va le voir dans des exemples précis, on va le voir aussi avec deux invités qui connaissent très bien ce qui se passe à l'intérieur des clôtures et surtout dans les champs, les exploitations agricoles des monastères. On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Avec moi pour parler de ces monastères comme lieu d'expérimentation et peut-être même d'utopie politique. Alice Rachmadou, bonsoir. Bonsoir. Alors Alice, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Labora et qui fait du conseil, vous êtes ingénieur agronome de formation et vous faites du conseil justement en agronomie auprès d'un certain nombre de communautés religieuses que vous accompagnez notamment dans leur parcours de transition dans l'agriculture, dans les pratiques qu'elles mettent en œuvre. Oui, tout à fait. Et à vos côtés, vous avez aussi quelqu'un qui connaît bien les monastères sous un autre aspect, c'est Timothée Droglaude. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous contribuez notamment régulièrement au Monde diplomatique, à Témoignages chrétiens, aussi à France Culture. Et puis surtout, vous êtes essayiste, vous avez écrit un livre qui est paru en avril dernier au Seuil. Ça s'appelle La grâce politique du monastère. Et là, vous vous interrogez sur l'aspect un peu utopique, qui à la fois peut servir d'exemple, d'inspiration, de modèle ou de contre-modèle, justement dans les monastères. Et il y a un chapitre entier que vous consacrez à la question de l'écologie et de l'agriculture. C'est très intéressant et on va y revenir pour croiser un peu vos différents regards. Et puis à mes côtés pour co-animer l'émission, Camille Jaïr. Bonsoir Camille. Bonsoir Paul. Alors les téléspectateurs sont très émus de vous découvrir parce qu'ils connaissaient votre signature artistique. C'est vous qui réalisez les reportages de l'émission. Ils connaissaient votre voix aussi qu'on entend parfois. Cette fois-ci, ils découvrent un visage. Bienvenue sur ce plateau. Merci Paul. Alors Camille, on va commencer justement par ce reportage que vous avez tourné. Vous êtes allée au monastère de Solan. Exactement, alors j'étais à Solan qui se trouve dans le Gard, au nord du Gard, et c'est un monastère un peu particulier. C'est des religieuses orthodoxes, donc elles dépendent du mont Athos et elles se sont installées là en 1992 et elles sont pionnières en permaculture, agroécologie, et donc c'est des religieuses paysannes en quelque sorte, fermières, et donc voilà, elles nous racontent un peu leur technique dans ce reportage. Eh bien on regarde tout de suite, on découvre ces images et on reviendra après sur ce reportage. On a sorti 7 bébés messongers. Donc il y en a qui coupent les plants à ras et puis d'autres qui s'assiedent tranquillement et qui coupent les feuilles et les mettent dans des caisses. Ah, regarde, ça c'est une belle fleur. Et il y a même des habitants. On les déloge sans vergogne. Vous êtes un jardinier. C'était le premier travail que Dieu a donné à l'homme, d'être jardinier de la création. Le monastère de Solan est une communauté féminine orthodoxe. Nous sommes installés ici dans le Gard depuis 1992, donc ça fait 33 ans qu'on est là. Le domaine fait 60 hectares, il y a 40 hectares de forêt et au milieu de cette forêt, il y a comme une sorte de mosaïque forestière et viticole. Donc on a de la vigne, 5 hectares et demi de vigne, c'est notre principale activité, c'est vraiment notre gagne-pain, le vin. Et il y a aussi 1 hectare de potager, 2 hectares de fruitiers. En tout, il y a une douzaine d'hectares qui sont cultivés. Regardez, il y a la mélisse qui pousse au milieu. Ah oui. Les feuilles sont un peu plus rondes. Alors voilà, on a fini la cueillette de menthe pour le sirop de demain. Mais maintenant que la menthe a été coupée, on va l'arroser avec une préparation. Je suis en train de soutirer un mélange d'épluchures, de pommes de terre, de cosses de fèves, de fleurs de sureau, avec lesquelles on a fait une lactofermentation comme une choucroute pour obtenir un liquide. Si on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, ce serait presque appétissant. Là, il y a des milliards de micro-organismes.
Et tout ce monde-là va apporter de la vie au sol et va aider les plantes à être en bonne santé. Donc il faut 6 arrosoirs en passant sur la gauche et 6 arrosoirs en passant sur la droite. Ok. Quand on est arrivé, la terre était très abîmée par des années de production très intensive. Et nous, dès qu'on est arrivé, on a décidé de passer en agriculture biologique. Donc ça a été une grande bataille, ça a mis plusieurs années pour qu'on arrive à un nouvel équilibre avec cette nouvelle manière d'envisager la terre et d'envisager les cultures. Là, c'est le module des salades. Donc on a les salades qui sont prêtes et puis des plus petites qui vont venir au fur et à mesure. Vers 8h30, je commence au potager quand l'office est long et si l'office est plus court, je peux commencer vers 7h30. Un monastère, c'est un endroit où tout est organisé en vue de l'union à Dieu. Et donc, le fait de travailler la terre, c'est pour nous aussi une façon de manifester, d'exprimer dans nos gestes, dans notre vie, notre amour du Créateur. On aime le Créateur, il nous a confié cette création. Si quelqu'un que vous aimez vous fait un cadeau, vous allez prendre soin de ce cadeau. Ici, ça sent bon. Nous sommes dans la confiturerie, donc plus exactement la pièce où on fait toutes les transformations autres que le vin. Les confitures, les sirops et les transformations sont vraiment quelque chose de fondamental pour l'économie de notre domaine. On a ramassé dans le jardin la menthe marocaine, la menthe poivrée et on va mettre tout ça à infuser dans un sirop de sucre chaud pour en faire le sirop de menthe. On vit du travail de fruits de la terre. Bien sûr, on vit très sobrement, mais on arrive à vivre avec le travail de nos mains. Cette terre est maintenant la nôtre. On s'est incarné, on s'est enraciné ici, et puis on espère porter du fruit ici, et puis laisser nos ossements ici aussi. Voilà le reportage donc tourné par Camille Jaïr au monastère de Solan. Elle est épatante, cette sœur Yossifia. Alors, elle était géniale. Moi, elle m'a épuisée. J'ai passé 2 jours avec elle. À la fin, j'étais lessivée. Elle était pleine de vie. Elle est brésilienne. Elles viennent de plein de pays différents, à peu près 8 nationalités, 19 sœurs dans cette communauté. Et sœur Yossifia, elle est assez marrante parce qu'elle n'est jamais trop sortie de son monastère. Mais elle a énormément l'habitude des médias parce qu'elles ont été très médiatisées. Elles ont eu plus de 20 reportages. Elles ont dit qu'au-delà de 20, elles arrêtaient de compter. Bah oui, et puis au bout d'un moment, on se demande aussi si c'est pas intrusif dans leur vie de communauté. Oui, alors elles ont commencé à réguler un petit peu pour se concentrer sur la prière évidemment et sur leurs pratiques agricoles qui leur prennent du temps. Justement, Alice, sur les pratiques agricoles, on voit qu'elles prennent quand même très soin de la terre. Est-ce que c'est typique de tous les monastères ou est-ce que c'est particulier au monastère de Solan d'être aussi proche comme ça de la terre et du vivant ? Alors le monastère de Solan est effectivement très avancé. Ça fait 33 ans qu'ils mettent en place ces pratiques et il est très inspirant pour d'autres lieux. Mais globalement, dans la très grande majorité des monastères, il y a toujours un soin et une attention particulière à la création, un sens du détail et du beau. Ça, c'est quelque chose qui va se retrouver toujours dans l'ensemble des jardins de monastères. Il peut y avoir une différence entre le jardin à l'intérieur du monastère et puis la terre agricole qu'on va parfois exploiter de manière intensive. Certains ont suivi aussi les modes de l'agriculture intensive. Mais il y a un retour depuis l'apparition de l'encyclique Laudato Si, mais plus largement, il y a un retour en fait à une pratique beaucoup plus respectueuse du vivant au sein des monastères. Et est-ce que, alors on sait que Solan, le monastère de Solan, depuis à peu près une trentaine d'années, est précurseur en termes d'agroécologie. Il y a d'autres monastères qui le sont aussi. Est-ce que ces monastères-là sont au sein d'une sorte de syndicat où partagent leur savoir-faire, interagissent, s'échangent un peu des techniques, ou est-ce que chacun travaille un peu dans son coin ? Il y a des rencontres qui ont lieu entre différents monastères qui sont particulièrement sensibles à la question écologique, notamment depuis l'encyclique Laudato Si.
Je pense par exemple à la communauté du Bec-et-Loing ou celle de Mazille, où il y a eu des rencontres intercommunautaires. Et puis il y a beaucoup d'échanges de pratiques en fait, entre les communautés qui sont intéressées par cette question. Par exemple, quand je suis allé à l'abbaye de Jouarre en Seine-et-Marne, chez les sœurs bénédictines, sœur Anne, qui est la maîtresse des novices et qui s'occupe du potager, puisque c'est aussi un lieu de formation pour les novices, revenait d'un autre monastère où elle avait suivi une formation à la permaculture. Voilà. Après, quelque chose, je pense, à avoir en tête, c'est que l'agriculture est quand même quelque chose qui a décliné dans l'univers monastique comme dans l'ensemble de la société, voilà, qui connaît un déclin. Donc les monastères se sont beaucoup tertiarisés, ils ont beaucoup d'activités d'hôtellerie et ils ont gardé une grosse activité d'artisanat. Ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle ils sont très attachés. Mais il y a beaucoup de communautés qui ont dû soit revendre leurs terres, soit en confier la gestion à des entreprises, parce qu'il y a un vieillissement démographique structurel dans ces communautés qui ne permet pas forcément d'entretenir ces terrains-là. Et pour ceux qui nous regardent, vous faites évidemment référence à l'encyclique Laudato Si du pape François, dont on a célébré les 10 ans d'ailleurs, qui a été un point de départ, ou en tout cas l'aboutissement au moins d'une prise de conscience qui avait déjà lieu dans beaucoup d'endroits d'église, où on s'est vraiment rendu compte, Alice, qu'il y avait une nécessité de mettre des mots sur cette transition et que forcément les communautés religieuses, les communautés monastiques étaient aux avant-postes pour commencer cette transition. C'est un petit peu ça qui structure aussi aujourd'hui votre réflexion, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux qu'ailleurs dans ces communautés parce qu'elles sont peut-être plus disposées à vivre cette transition, cette conversion, on dit en langage chrétien plutôt. Oui, c'est vrai que quand le texte de Laudato Si est arrivé, je pense qu'il a remué pas mal de communautés qui se sont aussi un peu réveillées en se disant, qui ont re-questionné en fait leurs pratiques et leur rapport à la terre, à leur environnement, à la doctrine, cette phrase ora et labora, cet équilibre monastique entre la prière et le travail, qui dans certaines communautés, vous venez de le dire, en fait, perdait un petit peu son sens ou perdait un peu le rapport en fait avec les saisons. Il y a beaucoup de communautés qui, parce qu'elles vieillissent, ne sortent plus au jardin et donc perdent un peu pied parce qu'elles perdent simplement le fil des saisons. Et donc ce texte, il a été pour certaines, comme alors Solan ne lit pas les textes de l'encyclique catholique. Oui, parce qu'elles sont orthodoxes. Elles sont orthodoxes, voilà. Donc c'est pas ça qui les a inspirées, mais certaines communautés étaient déjà, la Pierre qui vire, beaucoup de communautés étaient déjà engagées en fait dans de l'écologie, une bonne gestion, en fait, une gestion en bon père de famille de leur terre, mais beaucoup d'autres en fait ne s'étaient jamais posé la question. Et le texte est venu un peu les interroger. Et ça a lancé vraiment une réflexion dans beaucoup de monastères sur comment on va se mettre en accord avec ce qui est proposé dans cette encyclique. Ce qui est intéressant, on en parlait avant d'entrer sur ce plateau, parce qu'on discutait de monastères que vous connaissez bien, notamment par exemple le Barou, qui s'est mis en coopérative avec d'autres agriculteurs autour, en fait, pour faire du vin en plus grande quantité. On a parfois cette image un peu d'Épinal, du moine reclus derrière sa clôture, qui vit dans un monde complètement coupé du reste des réalités terrestres. C'est l'inverse, en réalité, qui se produit. Dans beaucoup de communautés, il y a une interaction qui se fait avec tout un écosystème aussi agricole autour. Et donc, c'est aussi comme ça qu'il y a, par capillarité, des pratiques qui se transmettent, vraiment un dialogue en tout cas avec les autres exploitants autour des monastères qui se fait aussi. Oui, alors, après il y a une grande diversité dans les monastères. Vous avez des monastères qui sont vraiment très cloîtrés, avec peu de terre. Vous en avez d'autres qui vont être justement où les terres vont être un petit peu autour, donc les sœurs ou les frères vont pouvoir sortir, même avec leurs tracteurs, et sont aperçus dans les campagnes. Donc on ne peut pas faire de généralité. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, moi, tous les monastères où je vais travailler, il y a toujours un paysan du coin qui vient aider de temps en temps, une coopération, en fait, avec le tissu agricole local. Certaines communautés s'installent ou sont regardées un peu d'un mauvais œil par les agriculteurs du coin. Et puis, en fait, à travers des projets, ces projets agricoles très, très pratiques, finalement, le lien peut se faire. C'est aussi un moyen pour des gens qui sont loin de l'Église ou qui ont un peu peur de ces communautés, en fait, de rentrer en interaction avec les moines
quand on est au jardin en train de bêcher ensemble, finalement, on a moins peur les uns des autres. Voilà. Et d'ailleurs, dans le reportage, on le voit au début, on ramasse les fèves et il y a pas mal de personnes externes et notamment des stagiaires qui étaient là. Alors, il y en a des plus âgés en reconversion professionnelle ou des plus jeunes. En l'occurrence, je pense à une jeune de 20 ans, Rosalie, qui était là simplement pour... elle était en stage, elle faisait son stage en école d'agriculture chez les moniales de Solan. Donc, c'est marrant parce qu'elles transmettent aussi leurs pratiques. Ouais. Et elles sont, du coup, ce qui prouve qu'elles sont reconnues même par les différentes écoles d'agronomie, visiblement, en tout cas de la région. Alors, Timothée Roglot, du coup, ça me permet de faire aussi la transition avec ce que je voulais qu'on aborde avec la façon dont vous avez eu une démarche aussi de curiosité journalistique par rapport au monastère. Je rappelle le titre de votre livre, hein, c'est « La grâce politique du monastère ». Vous en faites vraiment une utopie politique. Alors, comment est-ce que ça vous est venu, cette idée qu'au fond, le monastère était un modèle à proposer, ou en tout cas quelque chose dont on pouvait s'inspirer quels sont aussi les monastères en particulier dans lesquels vous avez passé du temps, vécu avec la communauté et quelles leçons vous en retirez particulièrement, surtout sur cette question de l'écologie? Comment est-ce que les monastères peuvent être un peu un phare ou quelque chose qui peut impulser des dynamiques dans l'ensemble de la société? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais moi, en fait, j'ai voulu travailler sur la vie monastique à partir d'une découverte spirituelle, intellectuelle et d'une expérience de ces communautés-là. La partie plus intellectuelle, c'est la figure de Thomas Merton, qui était un moine aux États-Unis, qui a écrit des livres qui sont très, très connus, notamment La Nuit privée d'étoiles, qui est un petit peu dans toutes les bibliothèques monastiques, et qui a une manière d'articuler la dimension contemplative, voire mystique de la vie monastique, avec énormément de références, une espèce une érudition très forte, et en même temps les combats politiques de son temps, qui étaient plutôt donc la lutte contre la guerre du Vietnam ou la ségrégation raciale aux États-Unis. Et en fait, il avait une manière de faire un petit peu discuter les deux, de faire dialoguer les deux dans ses écrits. Et justement, il considérait que la fuite du monde que sont censés vivre les moines et les moniales ne revient pas du tout à une indifférence vis-à-vis du monde. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, dans les 10 communautés où je suis allé, de différentes spiritualités. J'ai beaucoup entendu que en fait, cette fuite du monde, donc c'est un petit peu la doctrine de la fuga mundi, c'est un peu ce qui désigne la vie monastique traditionnellement, est plutôt à comprendre comme une mise à l'écart volontaire vis-à-vis du monde et notamment vis-à-vis de certaines tendances du monde. Donc certains frères ou certaines sœurs vont citer par exemple l'efficacité, l'accélération, la propriété. Donc des valeurs qui pour moi se résument un petit peu par l'étiquette de modernité capitaliste, c'est-à-dire le régime du monde dans lequel on évolue. Et donc sur tout un ensemble de sujets, le travail, la propriété, l'hospitalité, mais aussi l'écologie. J'ai essayé de regarder un petit peu quel rapport à ces questions politiques ces moines et ces moniales qui sont d'abord dans une démarche spirituelle pouvaient avoir dans l'histoire de la vie monastique et jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, on comprend bien en vous lisant dans ce livre, il y a aussi un message politique qui est derrière, c'est que vous faites aussi le procès d'une certaine modernité, d'une certaine accélération, un procès qui n'est pas sans rapport avec ce qu'écrit Pape François, par exemple, quand il parle du paradigme technocratique. Moi, ce que j'aime bien, en sortant de ce procès-là, c'est une réflexion aussi sur le temps. Parce qu'en fait, vous dites et vous le dites très bien, le monastère n'est pas prisonnier des tendances de l'époque, qui sont parfois aussi asservissantes, mais qu'il reconnecte au fond la communauté avec une tradition qui s'hérite sur le temps long. Et ça, c'est pas sans lien avec la redécouverte d'une certaine écologie. Il y a une citation de votre livre qui m'avait marqué parce que je trouvais que justement, elle montrait bien comment est-ce que l'écologie monastique, c'est pas non plus l'écologie, on va dire, de notre temps, c'est-à-dire très révolutionnaire, en même temps très à la mode. C'est pas l'écologie des selfies. Et vous dites donc que c'est un terme qui n'a pas été forgé, qui a certes été forgé récemment, mais donc que les traditions monastiques, elles sont riches d'un mode de relation à la création qui en fait s'hérite évidemment de toute l'histoire chrétienne et donc en fait les monastères, la vie monastique est vieille, quasiment aussi vieille que l'Europe, n'a pas attendu maintenant pour s'intéresser à cette question de la relation à la nature, à la création et donc au monde. Exactement. En fait, moi, ce que je raconte un petit peu dans mon chapitre sur l'écologie monastique,
c'est qu'à la fois il y a des communautés pionnières, donc, comme celle de Solan ou de la Pierre-Quivire, qui avaient des pratiques agroécologiques depuis vraiment plusieurs décennies avant l'encyclique Laudato Si. Mais que, en fait, plus profondément que ça, il y a des formes de vie, des formes de relations à la création dans l'histoire monastique depuis ses origines au IIIe siècle en Égypte, qui peuvent aujourd'hui être relus comme des relations écologiques à la création. Donc j'en donne plusieurs, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais par exemple la notion de stabilité, qui est un vœu par exemple dans les communautés qui suivent la règle de Saint-Benoît, elles impliquent aussi de rester attachées d'abord à une communauté, mais aussi à un lieu. Donc elle implique une certaine sensibilité à l'environnement naturel immédiat. Un enracinement. Un enracinement et puis voilà, très peu de déplacements en fait. Il y a des déplacements en voiture parce qu'en ruralité c'est comme ça, mais par exemple les moines et les moniales prennent très peu l'avion. Donc c'est effectivement cette valeur de la stabilité, elle peut être lue comme ça. Il y a aussi une quête d'autonomie qui n'est pas synonyme d'autarcie. Mais qui fait que, par exemple, Saint Basile le Grand, donc au IVe siècle, préconisait l'économie locale, donc le fait de vendre les produits du monastère plutôt autour du monastère et pas aller les vendre plus loin pour essayer de faire du chiffre. Voilà. Et aujourd'hui, il y a aussi une redécouverte de cette volonté d'autonomie, même si effectivement, maintenant, les moines et les moniales vivent un peu dans un écosystème avec les personnes qui viennent travailler au monastère, les personnes qui sont accueillies, puisque la notion d'hospitalité est centrale dans la vie monastique. Et voilà. Et puis, il y a une volonté de favoriser aujourd'hui ce qu'on appelle les circuits courts, etc., mais qui n'est pas du tout effectivement une tendance qui est suivie, mais qui est une relecture en fait de l'histoire monastique à travers les besoins d'aujourd'hui. Et puis cette idée de sobriété, on entend beaucoup parler de la sobriété. En fait, c'est quelque chose, on se rend compte quand on va dans un monastère, qui pratique au quotidien, que ce soit dans les repas, peu de viande, beaucoup de repas végétariens, dans l'économie aussi du monastère. Voilà, la sobriété est vraiment de mise. Alors maintenant, ça est redevenu à la mode, mais en fait, ils pratiquent ça, eux, depuis des siècles. Il y a un volet... en commençant à travailler avec des communautés, notamment les sœurs de la Visitation, les visitandines donc, qui sont cloîtrées et qui suivent la règle de saint François de Sales. J'ai découvert la figure de saint François de Sales, qui est un grand écologiste. Et il y a une phrase de saint François de Sales qui dit « Tout par amour, rien par force ». Et je pense que dans le travail monastique et dans la relation à la terre et dans l'économie monastique, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette notion de douceur. Alors, c'est très poussé chez les visitandines, peut-être moins dans d'autres communautés, mais ça va être vraiment un axe sur leur économie, sur leur relation au vivant, tout par amour, rien par force. Et je vous donne un petit exemple, une visitandine à Tarascon. Elle fait du miel, elle est apicultrice. Et quand elle est arrivée au monastère, il y a une quinzaine d'années, les abeilles étaient très agressives. C'était des abeilles qui avaient été un peu sélectionnées pour la production. Et donc elle a décidé, en fait, de sélectionner ces ruches pour leur douceur. Donc dès qu'il y a une ruche qui est un peu agressive, clac, elle zigouille les mâles, comme ça, punition, plus d'agressivité. Et donc son rucher, au fil du temps, est devenu un rucher d'une grande douceur. Vous baladez au milieu des abeilles. Avec donc on se balade dans le rucher. Moi qui suis allergique en plus, j'ai toujours un petit peu peur quand il y a les abeilles. Et c'est vrai qu'elles ont sélectionné leurs abeilles sur la douceur. Et je trouve que c'est des petites histoires comme ça qui vont parsemées, enfin qui expliquent vraiment leur recherche, leur rapport au monde et aux autres et à la nature, qui sont absolument merveilleuses et qui sont des leçons pour notre économie, voilà. Et quand je vous écoute, Alice Rachmadou, il me vient quand même une interrogation, c'est qu'est-ce qui est transposable à autre chose que le lieu très spécifique, le type de communauté très spécifique qu'est la vie monastique. Parce qu'on imagine mal l'apiculture un peu plus intensive ou un peu plus productive, prendre le temps d'interroger le comportement psychologique de chaque abeille. Et en fait, on se dit qu'il y a effectivement dans le monastère quelque chose de l'ordre du refuge, parce que la vie contemplative donne le temps, la disponibilité d'esprit, la connaissance aussi, la vie de la communauté qui est, qu'on l'espère, est plus harmonieuse. C'est vrai partout, mais qui est plus harmonieuse que dans de grandes coopératives agricoles où il y a des enjeux qui mettent des tensions. Mais du coup, qu'est-ce qui est transposable en dehors des limites du monastère et qui peut vraiment servir d'exemple aussi pour une conversion plus générale de l'ensemble de l'agriculture ?
En fait, ces laboratoires, ils permettent d'expérimenter des techniques qu'on ne va pas pouvoir transposer directement, mais comme on ne passe pas d'un champ de l'INRA directement au champ de l'agriculteur. Et ce qu'on peut expérimenter dans les monastères, c'est cette idée que la biodiversité, que le vivant, le vivre ensemble de toutes les créatures qui sont au sein d'un jardin vont pouvoir être finalement plus productives. Et ça demande du temps long et ça demande beaucoup d'observation. Qualité qu'ont les moines et les moniales, puisqu'ils ne se placent que dans un temps long. Et en étant très souvent contemplatifs, ils ont cette qualité d'observation qui est absolument extraordinaire. Et quand on fait de l'agroécologie, ce qui est mon cas, et je travaille beaucoup et j'accompagne pas mal de projets avec des agriculteurs professionnels sur ces questions d'agroécologie, en fait, on revient toujours à cette observation. Pour pouvoir, il faut expérimenter des techniques, etc. Mais un agriculteur ne pourra pas prendre un risque, en fait, un risque économique trop important. Donc, il faut qu'une technique soit validée, mais après, quand elle va être transposée chez lui, l'observation, c'est toujours hyper important. Et donc, mes histoires d'abeilles, si un apiculteur professionnel, il observe ses abeilles et il pourra aussi peut-être les sélectionner par la douceur. Il faut remettre aussi l'agriculteur comme premier observateur en fait de ces champs. Moi, dans mon passé d'ingénieur agronome, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'agritech. Voilà, l'utilisation des nouvelles technologies pour l'amélioration de l'agriculture. Et en fait, avec toutes ces technologies, finalement, on ne va plus au champ, on ne regarde plus. Et donc, c'est bien, il y a des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup les agronomes, mais on ne va plus au champ. Donc, redécouvrir avec ce sens de l'observation des communautés, en fait, que les observations au champ, c'est ce qu'il y a de plus important pour prendre des décisions, c'est des choses qui sont vraiment transposables. Observer, aimer, avant de commencer à agir. Timothée Droglaudre, le mot de la fin avec vous. Vous réfléchissez un petit peu à travers votre livre, au fond, à ce que c'est qu'une utopie. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite calquer ailleurs, mais c'est une utopie, malgré tout, c'est une source d'inspiration. C'est ça, au fond, le monastère. Oui, exactement. En fait, pour pas faire de contresens sur cette notion d'utopie qui est assez malmenée et mal comprise, faut faire la différence entre ce que Jean Segui appelait une utopie écrite et une utopie pratiquée. C'est-à-dire qu'il y a cette vision idéale du royaume de Dieu dont essayent de s'approcher les moines et les moniales, et l'utopie pratiquée, c'est une tentative qui est une tentative toujours imparfaite, toujours re-questionnée de s'approcher de ce royaume de Dieu dans une vie en commun. Écoutez, merci beaucoup. Le mot de la fin est très spirituel. En tout cas, c'est un appel à la conversion, au moins la conversion écologique. Et merci pour votre expérience très riche à tous les deux. Merci Camille Jaïr pour ce très beau reportage et ce détour par Solan. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Terre des Hommes. On va se confronter à un autre problème, très estival celui-ci, la surfréquentation des lieux touristiques. Alors quand c'est les villes, c'est déjà compliqué. Quand c'est des paysages naturels que l'on essaye de préserver pour les générations à venir, ça l'est encore plus. On va regarder comment est-ce que certains endroits magnifiques que l'on essaie de préserver se posent cette question. À bientôt sur Terre des Hommes.